Freud invente de nouveaux concepts. Il appelle libido l'énergie sexuelle et refoulement le processus par lequel est rejeté dans l'inconscient un événement que l'on cherche à oublier, à méconnaître et dont on ne veut rien savoir. Dans l'inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n'est oublié. Hier, nous avons enterré mon vieux père, mort dans la nuit du 23. Jusqu'à la fin, il s'est montré l'homme remarquable qu'il a toujours été. La mort de son père l'incite à se livrer à un intense travail de fouille dans son passé. C'est le début de son auto-analyse. Curieux d'antiquité et de culture lointaine, Freud collectionne les objets. Cette passion archéologique l'entraîne au cœur des anciennes civilisations et lui révèle que le destin de chaque homme est lié à celui de l'universalité humaine. Entouré de ses statuettes, ses multiples figurines, romaines, chinoises, grecques, égyptiennes, il analyse les rêves de ses patients et les siens. Il les interprète comme on déchiffre une langue inconnue. L'interprétation des rêves. Dans ce livre magistral qui ouvre le XXe siècle, Freud voyage au-delà de la conscience et du sommeil. Loin d'être une prédiction magique, le rêve, au sens freudien, est l'accomplissement d'un désir inconscient ou refoulé. Dans les rêves, d'étranges personnages se mêlent souvent à un bestiaire à la fois fantastique et familier. Des chiens ressemblent à des loups, des chevaux à des licornes, des femmes prennent des allures de fleurs. Le rêve est ainsi la voie royale qui mène vers l'inconscient, vers la connaissance d'un au-delà de la conscience, intérieure au sujet lui-même. This is one way in which you can get at the secrets of the mind, a way that would touch everyone. Now the book is pretty technical, although it's extremely well written and really amusing and even full of suspense, as he gives you examples of dreams and then interprets them in front of you and tells you about the mechanisms, except for the last chapter, the famous 7th chapter, which is the theoretical chapter, which is harder to read. The rest, any adult could read with profit and with very little difficulty. Now, I think the crucial point is that Freud is saying, I am on the trail of a general psychology, which would work not for neurotics alone, but for everyone. De l'autre côté du visible, Freud trace les figures infinies de l'inconscient avec des mots qui dévoilent les mystères communs à tous les hommes. Rêve, acte manqué, lapsus, oubli, tout a une signification. Qui parle en moi? Telle est la question posée par Freud à l'orée du siècle. Le livre sur les rêves marque une nouvelle étape dans la vie de Freud et le début des soirées du mercredi. Brouillé avec son ami berlinois Wilhelm Fliess à cause d'une sombre histoire de vol d'idées, Freud a besoin de transmettre son savoir. Autour de la longue table ovale, les hommes du mercredi sont de plus en plus nombreux. Comme le monde dans lequel ils vivent, ils sont déchirés par des conflits. Le désir qui les pousse à comprendre leurs semblables est d'emblée une interrogation sur eux-mêmes, sur leur enfance, leurs parents, leur identité. Presque tous sont juifs. Étrange situation que celle de Vienne au début du siècle. Le déclin de l'Empire austro-hongrois fit de cette ville paradoxale le creuset d'une culture centrée sur le refus de l'avenir, la fascination pour la mort, l'amour de l'atemporalité. Les fils de la bourgeoisie rejetèrent les illusions de leur père. Peintres, musiciens, écrivains et savants refusèrent la notion même de progrès. Parmi ces intellectuels, nombre d'entre eux étaient juifs. Face à l'antisémitisme,
Ils s'interrogèrent sur leur judéité, c'est-à-dire sur la manière de continuer à se penser juif dans un monde sans Dieu et sans religion. L'un d'entre eux, Karl Kraus, est célèbre pour la férocité de sa plume. Critique littéraire et politique, il fonde un journal, Die Fackel, le flambeau, dans lequel il dénonce la corruption et les idées progressistes. Il devient un redoutable adversaire de la psychanalyse. Un de ses aphorismes est resté célèbre. La psychanalyse invente les maladies qu'elle prétend guérir. Il est aussi un adversaire du mouvement féministe naissant. L'idée dominait que si les femmes sortaient du modèle de la famille patriarcale, la société entière risquait d'être anéantie par un virus de féminisation et d'abaissement des valeurs viriles. Rien ne ressemblait plus à cette image et à cette peur de la déchéance que le long règne de l'empereur François-Joseph. Sombrant progressivement, il paraissait accablé sous le poids d'une féodalité d'un autre âge. La fin d'un monde accompagne la naissance d'une esthétique nouvelle. Avec d'autres créateurs, Gustav Klimt lance le mouvement de la sécession. C'est le début d'une modernité de l'art autrichien. Sans connaître la psychanalyse, Klimt témoigne dans son œuvre d'une même approche de la réalité. Il célèbre les rêves d'angoisse, de sexe et de mort que Freud découvre chez ses patients. En 1905, Freud publie ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Le livre fait scandale parce que Freud attribue aux enfants et aux adultes dits normaux des fantasmes sexuels ou des comportements jugés pathologiques. Masturbation, sodomie, fétichisme, désir d'inceste. Il élabore son plus fameux complexe en s'inspirant de la tragédie de Sophocle, dans laquelle le roi de Thèbes, Oedipe, marqué par la malédiction des dieux, tue son père et épouse sa propre mère sans le savoir. À partir de cette histoire, Freud donne le nom de complexe d'Oedipe à une représentation inconsciente où s'exprime le désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé et son hostilité pour le parent du même sexe. Ce complexe est une étape dans le développement de l'enfant. Il apparaît entre 3 et 5 ans. Selon Freud, tous les enfants traversent cette situation oedipienne pour ensuite la surmonter. Freud reprend tous les termes qui existaient avant lui, sexualité, inconscient, transfert psychodynamique, mais il leur donne un sens tout à fait nouveau, en accentuant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle opposition à la psychanalyse, en accentuant l'idée que l'homme, le sujet, est déterminé par des forces qui lui échappent. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait insupportable, parce que c'était une perte de la maîtrise, qui existe beaucoup moins dans les autres psychothérapies. Alors, ce qu'on peut dire en même temps, c'est que s'il a été capable de faire ce travail, c'est-à-dire de mettre à jour ses forces inconscientes, c'est parce que la philosophie occidentale était arrivée à un point de réflexion sur le sujet conscient et sur la conscience très poussé. Il est probable que la psychanalyse n'aurait pas pu naître avant qu'il y ait eu une philosophie de la conscience. Parce que pour se rendre compte qu'on a un inconscient, il faut encore en être conscient. Au moment où Freud effectue ses découvertes, les médecins et les psychiatres allemands, autrichiens ou français classent les maladies mentales de façon sophistiquée en oubliant la souffrance des malades. On leur prescrit des traitements corporels, bains, massages, électrothérapie, hydrothérapie, sans croire vraiment à leur efficacité. La psychanalyse conteste ce nihilisme thérapeutique en proposant d'écouter la parole du patient et en réinventant l'idée d'une possible guérison. Les soirées du mercredi existent depuis 5 ans.
On y parle toujours de l'hystérie, de la cure psychanalytique, du refoulement, du transfert. Les hommes du mercredi forment un cénacle autour du père fondateur. Ils sont sa horde sauvage. Ils admirent Freud qui se montre souvent autoritaire et intransigeant. Tous sont frappés par son regard, sa lucidité, son pessimisme, sa fascination pour la mort et le sexe. Ils se nourrissent de son enseignement et de son génie clinique. 1907 est une année importante. Elle marque la rencontre de Freud avec Carl Gustav Jung, un an après leur premier échange de lettres. 50 ans après, Jung se souvient. Oh, well, I just paid a visit to him in Vienna, and then we talked for 13 hours without interruption. 13 hours without 13 hours without interruption. We didn't realize that we were almost dead at the end of it, but it was tremendously interesting. Jung is an ideal figure for him. I've said this in my book very simply. He was not Austrian, he was not old, and he was not Jewish. It was perfect. Because Freud was worrying about the fact that this psychoanalysis might become a kind of parochial enterprise, because the people sitting around the table smoking cigars were all Jewish until a little bit later. He did not like this because he didn't think that psychoanalysis was applied to Jews or could only be practiced by Jews and so on, but he thought it was a human, all human thing. Jung was a very interesting psychiatrist who had done interesting experimental work on association of ideas and so on. Située près de Zurich, la clinique psychiatrique du Bürgosli est à la pointe de la recherche dans le domaine du traitement de la folie. C'est là que Jung fait ses années d'apprentissage. Pour Freud, c'est la terre promise, parce qu'il apprend par Carl Gustav Jung, qui est donc l'assistant de Bleuler dans cette clinique, qu'on est en train, au fond, d'expérimenter la méthode des associations libres. C'est ça qu'on expérimente. On fait parler les malades, les patients psychotiques, par des associations qu'on dit automatiques. Et on découvre au fond un univers de langage. On essaye de donner un sens à cette folie particulière que Bleuler va appeler en 1906 la schizophrénie. Une forme de folie qui intervient très jeune, sur des sujets très jeunes qui tombent dans un état de repli sur eux-mêmes, de délire, d'hallucination, de violence pulsionnelle, etc. Donc des grands fous. Et ce grand médecin qui est Bleuler, dans cette clinique du Bürgosli, se passionne pour les méthodes freudiennes, parce que ça ouvre des nouveaux horizons, comprendre l'univers mental du malade. Élève de Bleuler, Jung restera 9 ans dans cette clinique. Jung and Freud came to know each other, they wrote steadily, and we have their correspondence, fortunately. And for 3 or 4 years, it all looked very rosy and very, very good until Jung decided, and I would say Jung decided to go a different way and move into Oriental mysticism, religion, and all kinds of other things which Freud simply despised, right? Doté d'une puissante intelligence, Jung est habité par un monde intérieur fait d'introspection, de quête de soi, de goût pour l'occultisme et les religions orientales. Pendant 7 ans, il s'enthousiasme pour l'aspect spirituel de l'aventure psychanalytique. En 1913, il s'en écartera. En fait, Jung n'a jamais adhéré à la doctrine de Freud. Il s'intéresse aux archétypes, c'est-à-dire à des représentations symboliques du subconscient. Elles constituent à ses yeux un inconscient collectif. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much, but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled. While I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really à fond. You know, he had no philosophical education, particularly, you see, I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So from the very beginning,
there was a discrepancy. Jung does not want to, after 4 or 5 years of very close relationship, to be known dauphin or whatever. He wants to be on his own, and one way to be on his own is to disagree and to write rather brutal letters, by the way. I may be partisan, but in this correspondence, Jung does not look very good at all. And but anyway, he is important, again, as another stepping stone in psychoanalysis, in partly helping it to become international. Au cœur de l'Empire austro-hongrois, Budapest est la deuxième ville de l'histoire à s'ouvrir au freudisme. Le milieu littéraire et artistique manifeste un intérêt immédiat pour les phénomènes de l'inconscient. Parmi ces intellectuels, un psychiatre, Sándor Ferenczi, rencontre Freud en 1907. Il deviendra le plus grand psychanalyste du mouvement freudien. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ferenczi? Il est là à Budapest, il forme autour de lui des psychanalystes, et puis il se fait analyser par Freud. Il a des symptômes psychosomatiques, et puis il a des problèmes. C'est qu'il est amoureux d'une femme qui est donc sa maîtresse, qu'il veut épouser, et il l'a en analyse, parce qu'à l'époque on prenait tout le monde en analyse. On ne savait pas encore qu'il fallait des règles. Les règles viendront en 1920, après que Freud ait analysé sa propre fille. Mais avant la Première Guerre mondiale, on analyse tout le monde. Tout le monde s'analyse entre soi. Et Ferenczi tombe amoureux, prend en analyse la fille de sa femme, enfin de sa future femme, de sa maîtresse, et il tombe amoureux de cette fille qu'il a en analyse. Et il explique à Freud tout ce qui se passe. Et Freud lui dit que c'est du transfert, que c'est pas de l'amour, qu'il doit absolument renoncer à ça. Freud est toujours le gardien de la loi. Et Ferenczi obéit, analyse ce qui se passe, et termine au fond son analyse avec Freud en disant cette phrase extraordinaire: c'est terrible, c'est beaucoup mieux comme ça, bien sûr, je suis devenu raisonnable, mais l'analyse m'a normalisé. Comment caractériser Ferenczi? Il est le premier à mettre l'accent sur la relation archaïque à la mère. Il a compris quelque chose très tôt, c'est qu'il y avait des patients pour lesquels un soutien de type maternel qui aurait manqué dans l'enfance, il faut que des patients le retrouvent dans la cure. C'est ça son idée. Donc, il pense que le lieu analytique doit être, enfin la séance, on doit pouvoir embrasser les patients, les toucher, leur dire des gentillesses, accepter leurs cadeaux. Et ça, évidemment, Freud s'y oppose. Et donc, c'est ça, Ferenczi. C'est l'inventivité clinique permanente. Budapest, le 6 janvier 1910. Cher monsieur le professeur, il me semble que je suis comme ce vieil ingénieur des chemins de fer de ma connaissance qui s'arrête devant une locomotive immobilisée sur la voie et s'écrie avec une admiration naïve: c'est tout de même une belle invention. Depuis des années, je m'occupe du matin au soir de psychanalyse. Je suis un tâcheron de cette méthode. C'est mon métier et mon pain quotidien. Et pourtant, il ne se passe pas de jour sans que je doive m'arrêter en plein travail pour admirer les progrès incroyables de la connaissance de l'humanité, malade et bien portante. C'est tout de même une belle invention. Pendant 25 ans, ces deux hommes vont s'écrire plus de 3000 lettres. C'est une des plus belles correspondances dans l'histoire de la psychanalyse. Cher ami, ma crampe de l'écrivain est en nette amélioration. Suite à votre impressionnante sommation de m'accorder du repos, j'ai pris un nouveau patient d'Odessa. Un russe très riche, souffrant de sentiments de compulsion, mais je suis plus efficace que jamais. Sergei Konstantinovitch Pankeev. Ce jeune homme russe de 23 ans est atteint de troubles psychiques graves. Les membres de sa famille ressemblent aux personnages des romans de Dostoïevski. Son père était mélancolique, sa mère obsédée par des maladies, sa sœur s'était suicidée et deux de ses oncles étaient atteints de folie. Quand il arrive à Vienne pour être analysé par Freud, il a déjà vu plusieurs grands psychiatres de l'époque. Il va très mal et Freud lui dit cette phrase absolument extraordinaire. Il raconte tout son périple, les sanatoriums, les cliniques, et Freud lui dit on
on a cherché les raisons de votre malaise dans un pot de chambre. Alors maintenant, on va les chercher en vous. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire on n'a rien fait. Kommen Sie. Strecken Sie sich bequem aus. Reden Sie. Lassen Sie sich einfach reden. Je rêvais qu'il faisait nuit et que j'étais couché dans mon lit. Tout à coup, la fenêtre s'ouvre d'elle-même et à ma grande terreur, je vois que sur le grand noyer en face de ma fenêtre, plusieurs loups blancs sont assis. Il y en avait 6 ou 7. Les loups étaient tout blancs et ressemblaient plutôt à des renards. En proie à une grande terreur, évidemment d'être mangé par les loups, je criais et m'éveillais. Et à partir de l'interprétation de ces rêves, Freud va identifier l'origine de son trouble sexuel et de sa terreur de la sexualité à partir d'une scène traumatique qu'il aurait vue dans son enfance, c'est-à-dire ses parents faisant au fond l'amour bestialement comme des loups. Au fur et à mesure de l'analyse, Freud reconstruit toute l'histoire de ce jeune homme et la publie sous le titre « À partir de l'histoire d'une névrose infantile ». Analysé plus tard par un élève de Freud qui le surnomme l'homme au loup, Pankeïev s'identifie à son cas. Il devient à la lettre l'homme au loup. Ruiné par la Révolution d'Octobre, il s'installe à Vienne, où Freud mobilise les siens pour lui venir en aide financièrement. Toute sa vie, l'homme au loup sera pris en charge par le mouvement psychanalytique et soigné par les héritiers du maître. Il ne sera pas guéri de ses symptômes, mais transformé par sa longue expérience de la psychanalyse. L'idée d'incurabilité et de curabilité habite tout le domaine de la psychiatrie et des maladies psychiques, beaucoup plus que la médecine, parce que c'est vrai qu'en médecine, on arrive à des guérisons des maladies. On arrive à guérir des maladies en médecine, mais dès qu'on a guéri une maladie, il y en a une nouvelle qui ressurgit. Évidemment, ce n'est pas la même. On n'a plus de syphilis, mais on a le sida. Quand on n'aura plus le sida, il y aura autre chose. C'est-à-dire, la maladie, depuis Bichat, comme l'a démontré Bichat, c'est comme la mort. Ça fait partie du corps biologique. Il y aura toujours des maladies et il y aura toujours une médecine pour essayer de les soigner. Eh bien, la psychanalyse, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a guéri l'hystérie des années 1880. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens, au lieu d'être hystériques, sont devenus dépressifs. C'est-à-dire, les symptômes changent, les maladies changent au fur et à mesure qu'on invente les techniques pour les guérir. Mais on ne vient jamais à bout de rien. Ça, c'est valable en médecine et c'est valable en analyse. Cher monsieur le professeur, c'est seulement par la psychanalyse que d'enfant je suis devenu homme. C'est seulement depuis qu'elle me gouverne que je peux mieux subordonner le principe de plaisir au principe de réalité, mieux réfréner l'absurde gaspillage d'affect. Je me suis à peu près réconcilié avec l'idée de la mort et de la maladie. J'ai appris à traiter et à considérer les humains comme des malades et je ne leur tiens pas rigueur de leur méchanceté. C'est qu'ils n'y peuvent rien. Je réfrène les rêveries ambitieuses en les ramenant à leurs racines infantiles. Votre dévoué Ferenczi. En 1910, les séances de la Société du mercredi sont transférées de l'appartement de Freud à un collège des docteurs. La fièvre des commencements se dissipe. L'Académie succède au banquet. 1910, c'est aussi l'année où Freud fonde l'Association psychanalytique internationale et demande à Jung d'en assurer la direction. Le congrès de Weimar de 1911 réunit tous les ténors du mouvement psychanalytique international. Jung en est le président malgré des désaccords de plus en plus manifestes. 2 ans plus tard, ce sera la rupture avec Freud. Un autre homme entre alors en scène qui comptera dans l'expansion du mouvement. Ernest Jones, un médecin anglais né au pays de Galles. And what struck me most of all about it was what an extraordinary man he must be, because he seemed to listen to his patients. And I'd never heard of anybody listening to his patients before. They always tested their knee jerks and that sort of thing, but they didn't listen to what they had to say. And here's a man who listened patiently, and that took my fancy very much.
According to Jones' autobiography and to what I actually have found out, Jones started to become interested in psychoanalysis in 1906, and together with his friend Trotter, they started reading Freud. He knew a bit of German, and then he became acquainted with German later on. Therefore, psychoanalysis started to circulate in England quite early on. Ernest Jones participe à la traduction anglaise de l'œuvre de Freud. En 1911, il fonde l'Association américaine de psychanalyse et en 1919, la Société britannique de psychanalyse. He had a great spirit of tolerance, of open-mindedness, anti-dogmatism, and that's the reason why he could actually allow various schools or various trends at one moment to come in Great Britain. And that is a typical attitude of the, let's say, the empirical approach of British culture at its best. But it's interesting, for instance, that the British society from the beginning was full of non-medical people. La Fitzroy Tavern à Londres était le lieu de rencontre des intellectuels anglais non conformistes. C'est autour de Virginia Woolf et de son mari, Leonard Woolf, que se crée le groupe de Bloomsbury. Parmi ces intellectuels, James Strachey s'oriente vers la psychanalyse. Sur les conseils de Jones, James et sa femme Alix se rendent à Vienne pour se faire analyser par Freud. Ils deviennent des praticiens et consacreront leur vie à traduire l'œuvre complète de Freud. And they helped, of course, psychoanalysis to circulate in the Anglo-American world, because at one moment, of course, James, being so friendly with Virginia Woolf and Leonard Woolf, contacted the newborn Hogarth Press and managed to create this link between the Hogarth Press and the British Psychoanalytical Society, so that the Hogarth Press became, in some way, the publisher of Freud and of psychoanalytic works in England. Jones sera le grand organisateur du mouvement, l'homme politique du freudisme, le gardien de la doctrine, et plus tard, face aux États-Unis, celui qui assurera à l'école anglaise une place prééminente. À ce congrès, Freud rencontre pour la première fois Lou Andrea Salomé. Écrivain de langue allemande, né à Saint-Pétersbourg, elle séduit Freud par la vivacité de son esprit, sa chaleureuse humanité, sa beauté. C'est le début d'une longue amitié. Elle est à la recherche, au fond, de la modernité et de qu'est-ce que c'est que l'être humain quand Dieu est en train de mourir. Et quand on est replié sur la figure de soi-même. Et par ailleurs, c'est dans sa vie qu'elle veut réaliser les grandes passions. Et Lou va toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan intellectuel. Elle rencontre Nietzsche quand elle est toute jeune. Et Nietzsche tombe éperdument amoureux d'elle. Et bien sûr, elle ne devient pas sa maîtresse. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et elle décide pendant un certain temps de vivre avec les hommes dans des amitiés platoniques, de façon à recréer elle aussi une sorte de banquet platonicien des idées. Et quand elle arrive à Vienne, c'est avec la ferme intention de s'initier à la psychanalyse. Elle a trouvé dans la psychanalyse, au fond, la doctrine qu'elle cherchait. Et à partir du moment où elle va rencontrer la psychanalyse, elle devient psychanalyste et elle cesse d'écrire des romans. Entre Lou et Freud se noue une relation privilégiée faite de confidences intimes et d'amour réciproque. Il a pour elle une véritable admiration et la regarde comme son alter ego. Admise dans le cercle des intimes et reçue avec ferveur à la Société du mercredi, elle s'établit ensuite à Göttingen où elle pratique la psychanalyse tout en échangeant avec Freud une belle correspondance.